Syllab, la radio sauvage. Vue du Lab. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 avril 2021, il est 10h et vous êtes sur les ondes de Syllab, la radio sauvage et hypnotique. Je suis Chandrou Kumar et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Vue du Lab, l'émission de décryptage scientifique et médical qui détend vos neurones, active votre cortex, sans oublier de caresser votre matière grise. Ce matin, nous allons parler hypnose. Chers auditorices, écoutez ma voix, rien que ma voix, uniquement ma voix. Laissez-vous aller, abandonnez-vous. Je vais compter jusqu'à 3, et lorsque j'aurai atteint le chiffre 3, il ne se passera rien de particulier, car je suis ni mesmer, ni hypnothérapeute. J'aurais pu tenter de vous transformer en poule, essayer de vous convaincre que vous vouliez pondre un œuf, mais heureusement, je n'en ai ni les capacités, ni l'envie. Vous le savez sûrement déjà, l'hypnose ne se résume pas à ces célèbres spectacles dont on parlera rapidement. L'hypnose, c'est avant tout un outil médical, utilisé dans le cadre de nombreuses thérapies dont on va justement vous parler aujourd'hui. Éviter l'anesthésie pendant une opération ou un accouchement, arrêter la clope, avoir confiance en soi, bref, l'outil hypnotique semble avoir un potentiel quasi infini. Mais plus encore, il y a deux choses qui me fascinent dans l'hypnose. Premièrement, l'hypnose touche à la conscience, à notre perception de la réalité, à cette danse subtile entre le conscient et l'inconscient. Vaste sujet. Deuxièmement, l'hypnose est à l'interaction de la science et de l'empirisme. Comme vous allez le découvrir dans l'heure qui suit, si les preuves de l'efficacité de l'hypnose sont nombreuses, si les études neuroscientifiques ne manquent pas sur le sujet, on ne comprend pas encore parfaitement comment ça marche. Passionnant. Alors avec Juliette Gloria, on va poser un maximum de questions à nos invités pour que vous fassiez avec nous une plongée dans l'inconscient. Alors Juliette, salut, comment tu vas ? Salut Chandrou, écoute, ça va plutôt bien. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on est bien entourés puisque nous sommes en compagnie de Hélène Saulnier et Claude Viraud. Hélène Saulnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme libérale dans la région rennaise, acupunctrice, praticienne et hypnotiseuse et formatrice et coordinatrice de la formation hypnose, auto-hypnose et maternité. Depuis quelques émissions, nous avons pris l'habitude de demander à nos invités de nous parler un peu d'eux, en savoir un peu plus sur vous. Et j'ai vraiment l'impression de me prendre pour Augustin Trapenard quand je demande ça, mais Hélène Saulnier, quelles sont vos passions ? Elles sont nombreuses, donc c'est difficile de résumer, mais en gros... Ce qui me ressource, alors vous voyez, c'est pas tout à fait répondre à votre question, mais c'est la nature, beaucoup. Et ce qui me passionne, c'est le vivant. Et c'est beaucoup rechercher, même si je suis pas une chercheuse, mais rechercher autour du vivant. Et puis j'ai la chance dans mon métier d'être au cœur du vivant. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes également en compagnie de Claude Viraud. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de vous voir en face de moi parce que ça fait quelques temps que je vous vois à travers vos vidéos YouTube. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Claude Viraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, praticien et formateur en hypnose, fondateur de l'Institut de formation et de recherche en hypnose Émergence et ex-président de la Société internationale d'hypnose. Même question que Hélène Saulnier, quelles sont vos passions ? Les passions, je dirais bien comme Hélène qu'elles sont nombreuses, puisque ce qui me passionne sont les gens. Voilà. Ce sont les relations avec les gens. Donc ce qui me passionne, c'est mes amis, mes copains, la famille. Et puis les voyages, c'est fait pour aller rencontrer des gens. Donc j'aime beaucoup, beaucoup voyager. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent et présente à notre invitation. Ouais, et puis je tiens à préciser que nous enregistrons cette émission depuis les studios de la Calax. Nous sommes en réalité aujourd'hui le vendredi 26 mars. Et une bonne émission ne serait pas bonne sans une équipe au top. Alors nous saluons évidemment Patrick Rochet à la réalisation son, Alice Ménil à la lumière et puis Florent Gaillard à la réalisation vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui regardent notre podcast sur YouTube. Allez, Vue du Lab, saison 2, épisode 8, spécial hypnose, une plongée dans l'inconscient. C'est parti, générique. Mortis, j'ai une question à te poser vite fait. Et on commence par quoi ? Eh bien, on commence par cette étude scientifique. Je vais pas me balancer un sort à l'ancienne pour cette fois. On verra pour la prochaine fois la science. Eh oh, Jamy ! Tu le sais forcément, non ? Ton grand-père est pas un scientifique ou un truc dans le genre ? Vue du Lab. N'oublions pas qu'en définitive, c'est aux acteurs de la science de démontrer qu'elle est facteur de progrès humain. Bien maintenant, laissez-moi, il faut que je médite sur ma découverte. Yes, science.
Alors, lesquels d'entre vous sont prêts à se frotter aux sciences? Vue du Lab. Allez, pour débuter dans le vif du sujet, on va s'écouter 3 petits témoignages d'auditeuristes qui ont vécu une expérience thérapeutique hypnotique. C'est parti. En 2015, j'ai eu recours à l'hypnose sous les conseils avisés de mon médecin. J'avais en effet ce que l'on appelle un zona, donc c'est une légère maladie de peau qui n'est pas très offensive, mais qu'il faut prendre en considération puisque c'est assez douloureux et dérangeant. Donc mon médecin m'a conseillé cette pratique, même si j'avais quelques appréhensions au départ, et puis finalement cette pratique s'est avérée réussie puisque ce zona est parti au bout de quelques jours, donc j'étais très contente et je ne pensais pas que l'hypnose aurait pu me guérir un jour. Moi j'ai pratiqué l'hypnose de manière pas régulière, j'ai eu que 2 rendez-vous dans ma vie. J'ai fait ça parce que j'ai la phobie des punaises. J'ai pris 2 rendez-vous et personnellement j'ai encore la phobie des punaises, mais déjà de manière moins forte, enfin vraiment beaucoup moins forte. Maintenant je fais plus des mini-crises, quoi. Je peux les regarder, tout ça. Donc, j'ai quand même beaucoup apprécié cette expérience parce que je me souviens que le déroulement des rendez-vous, surtout le premier, il y avait vraiment un premier temps où on a beaucoup parlé en fait de ma phobie. C'était pas juste être hypnotisé, c'était vraiment se poser des questions sur ma phobie, pourquoi, c'était quoi les limites, qu'est-ce qui me faisait le plus peur, qui me terrifiait le plus, ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait me faire sentir mieux. Et c'était super agréable, vraiment, enfin même en soi c'est super relaxant, c'est même sans le côté guérisseur, c'est vraiment juste super intéressant. J'ai fait de l'hypnose dans le cadre d'une thérapie sur les conseils d'une personne de mon entourage. C'était une période où j'allais pas très bien suite à des bouleversements dans ma vie et la thérapeute m'a aidée à gérer mes émotions avec l'hypnose du coup. L'idée, c'était de rééquilibrer en quelque sorte les émotions entre mon inconscient et mon conscient, je crois. Et ça m'a aidée, je pense, à prendre le temps de comprendre ce qui se passait en moi pour mieux appréhender mon état émotionnel. Donc on l'a vu, 3 types d'utilisation, 3 cadres, 3 particularités, 3 exemples différents. J'ai fait le tour des synonymes, je pense. Ma première question, elle est pour vous, Claude. Dans quelle pathologie, dans quel cadre, justement, on peut utiliser l'outil hypnotique, l'hypnose ? Donc, vous l'avez dit, je suis psychiatre. Et donc, je rencontre des gens qui ont des dépressions, qui ont des troubles anxieux graves, des troubles du sommeil, qui ont des peurs, qui ont des douleurs, tout ça. Et je peux utiliser l'hypnose dans toutes ces indications, avec tous ces types de patients. Maintenant, je n'utilise pas l'hypnose avec tous les patients qui ont par exemple des peurs ou tous les patients qui ont des dépressions. Il y en a qui ont surtout besoin de rencontrer quelqu'un et de parler. Et vous voyez, dans ces 3 témoignages-là, je trouvais qu'il manquait quelque chose, et je trouve qu'il manque quelque chose, c'est les gens disent je suis allé chercher l'hypnose. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les gens ne viennent pas chercher l'hypnose, les gens viennent chercher un praticien qui va les aider et qui, le cas échéant, va utiliser l'hypnose quand c'est opportun. Mais c'est d'abord rencontrer une personne. Et ensuite une personne qui va utiliser des techniques dont l'hypnose. Donc je vais faire de l'hypnose avec beaucoup de gens, mais pas avec tout le monde, ni tout le temps. Tout à l'heure vous avez utilisé, Chandrou, le terme d'hypnothérapeute. Je n'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que pour moi, les gens comme moi je ne considère pas que je suis un hypnothérapeute. Je suis un psychiatre, je suis un médecin, je suis un clinicien, je suis un soignant, tout ce qu'on veut. Et l'hypnose est une de mes compétences. Mais c'est une parmi d'autres. Comme si on vous résumait aux médicaments, par exemple. Si je commence à me considérer comme hypnothérapeute, ça ferait penser que je fais que ça. Et pas du tout. Donc c'est très réducteur, ce terme d'hypnothérapeute, et je n'aime pas beaucoup. On va faire le max pour ne plus du tout l'utiliser pour tout le reste de l'émission, promis. Il prend de l'ampleur dans la société, et en même temps que l'hypnose prend de l'ampleur aussi. Mais quand on y réfléchit bien, c'est pas très adapté. Voilà, je préfère dire que Hélène est sage-femme, un autre collègue est anesthésiste, ou un autre est chirurgien-dentiste. Aucun d'entre eux n'est devenu tout d'un coup hypnothérapeute. C'est ça, c'est pas une fonction en soi. Non, c'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est une pratique parmi une multitude de possibilités. C'est un outil utilisé par des professionnels de santé parmi les autres compétences qu'ils peuvent avoir. Ok. Et donc vous, justement, Hélène Saulnier, plutôt dans quel cadre vous utilisez-vous un outil parmi tant d'autres qui est l'hypnose? Effectivement, moi, mon cœur de métier reste sage-femme. C'est
C'est ça ma base. Et après, au cœur de ma pratique, il y a une patiente ou un couple qui arrive, ou un trio, parce que j'intègre aussi, par exemple, le bébé qui est in utero. Et on va dire que ce trio arrive, et quels sont les outils aussi que je vais utiliser. Donc, comme je vous disais, je peux utiliser l'acupuncture, je peux utiliser l'hypnose, ça sera effectivement avec des indications différentes. Et puis, c'est vrai que moi, dans mon cœur de métier, alors, vous savez que les pratiques de la sage-femme se sont quand même beaucoup étendues. On va recevoir des jeunes filles pour des dysménorrhées. Douleurs liées aux règles. Voilà, pardon, ouais, des soucis d'endométriose, donc avec des douleurs aussi. Je vais aussi recevoir des patientes, par exemple, avec des troubles de la sexualité, avec des troubles de l'infertilité. Moi, je m'occupe pas mal d'infertilité inexpliquée. Voilà, des parents, effectivement, qui ont le bonheur d'accueillir un bébé, qui viennent là pour une préparation à l'accouchement. Mais aussi, en fait, tout ce qui va toucher au cycle de vie des femmes. Donc, je reçois aussi pas mal de patients pour des troubles de la ménopause, par exemple des bouffées de chaleur. Et en fonction de ce que je vais pouvoir observer de ces patients-là, je vais aussi utiliser mes différents outils. Donc, par exemple, moi, dans mon expérience personnelle, pour ces jeunes filles qui viennent avec des dysménorrhées, des douleurs de règles, j'ai tendance à commencer, par exemple, par de l'acupuncture. Voilà. Mais parfois, l'acupuncture, on est plus sur la circulation d'énergie, équilibre sang-énergie, etc. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il manque une dimension, qui est la dimension de l'hypnose, où on va peut-être travailler aussi sur rechercher des origines, et aussi des techniques de changement, des techniques analgésiques, des techniques d'anxiolyse. Donc analgésique sans aucune douleur ? Pas sans aucune douleur, sans mais trop de douleur, sans trop de douleur, okay. Apprendre un peu à gérer la douleur. Et parce que je reçois aussi les papas, alors pas pour travailler avec l'outil hypnose avec eux, mais par exemple dans la préparation à l'accouchement, ils vont être intégrés dans les outils, puisque la difficulté avec la préparation à l'accouchement, c'est que en salle d'accouchement, il n'y a pas toujours de praticiens en hypnose pour accompagner. Donc les femmes, il va falloir qu'elles travaillent en auto-hypnose. Donc le père va être vraiment une aide très précieuse et un soutien précieux. Peut-être que ma question va vous paraître un petit peu bizarre, mais est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires, si je peux me permettre ce terme, un peu des séquelles du post-hypnose Oui. Bien sûr. Voilà encore un autre concept qui est, je trouve, mal utilisé dans la culture populaire. On dit médecine douce. Alors médecine douce, d'accord, médecine naturelle, très bien. Et donc, on peut toujours faire de l'hypnose, il n'y a pas de risque. Si, bien sûr qu'il y a des risques. Bien sûr qu'il y a des risques. L'hypnose, c'est quand même accompagner quelqu'un à modifier les fonctionnements fondamentaux de sa conscience et de son organisme. Donc les modifier, d'accord, mais à la fin de toute expérience hypnotique, il faut que ces fonctionnements fondamentaux de sa conscience et de son organisme retrouvent leurs origines, leur nature, quoi. Donc c'est bien, c'est facile. Induire une transe hypnotique, c'est très facile. Une transe hypnotique. Une transe, c'est-à-dire mettre quelqu'un en hypnose. Ah oui, ok. Mais mettre quelqu'un en hypnose, c'est pas très joli comme expression. Puis c'est abusif. Mais accompagner quelqu'un dans une transe, on appelle ça une transe. Une transe hypnotique, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est que les gens sortent de la transe hypnotique et retrouvent leur fonctionnement de conscience naturelle et ordinaire. Et quand ça c'est pas bien fait, par exemple, il y a des gens qui vont développer des troubles. Ah oui, des troubles qui vont durer des heures, des jours, des semaines, des mois ou des années. C'est pour ça que confier sa santé, sa conscience et son organisme, il faut savoir à qui, quoi. Il vaut mieux choisir bien son soignant. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, vous avez une dépression. Vous n'allez pas bien. Vous dites, tu pourrais aller, il y a quelqu'un qui vient de s'installer dans la rue à côté, c'est marqué hypnose sur sa porte. D'accord. Souvent, les gens ne se demandent pas qui vont les soigner. C'est terrible, hein. Moi, je trouve ça très impressionnant. Justement, vous, du coup, Hélène Saulnier, qui voyez quand même différents, qui êtes au contact de beaucoup de mamans, de papas et même, du coup, de fœtus, si j'ai bien compris. Pourquoi, du coup, certaines personnes semblent plus sensibles que d'autres à l'hypnose ?
pour répondre à votre question, Chandrou, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont sensibles ou pas? C'est aussi une question de motivation. Et cet adage que j'ai appris à Émergence, c'était H égale MC2, c'est-à-dire hypnose égale motivation, coopération et confiance. Et je le constate vraiment tous les jours dans ma pratique. C'est quoi la différence entre hypnose thérapeutique et hypnose de spectacle? Alors, je préfère que ce soit Claude qui réponde. Je vais bien répondre à ça, mais je voudrais revenir sur la question précédente. La question que est-ce qu'il y a une différence de sensibilité? Alors je vais dire oui, mais d'une certaine manière, quand on a l'expérience, ça nous est complètement égal. Donc non. Et je parle vraiment parce que être un bon praticien d'hypnose, ça demande beaucoup d'expérience. Ça se fait pas, c'est pas parce qu'on a fait 3 jours de formation qu'on est capable de... Ah si, j'ai toujours dit, mettre quelqu'un en état hypnotique, c'est très facile, ça c'est 3 jours. Hein. Mais soigner quelqu'un, c'est 5 ans ou 10 ans. Quoi. Un peu comme donner des médicaments, ça peut se faire assez rapidement, on regarde le Vidal, mais après que ce soit dans une thérapie... Moi je dirais plutôt comme la musique, quoi. Ok. Hein, savoir faire du son et du bruit avec une guitare, c'est facile. Devenir un musicien, c'est autre chose, quoi. Hein, ça va demander des milliers d'heures de travail. Bon. C'est plutôt comme ça que je verrais ça, quoi. Maintenant pour la sensibilité. En hypnose, on va modifier le fonctionnement de la conscience. Le vôtre, celui d'Hélène, voilà, modifier le fonctionnement de la conscience. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un mode de fonctionnement de la conscience. Je vais juste vous rappeler un tout petit peu ce que moi j'entends par mode de fonctionnement de la conscience. En tout cas, on est en train d'aller tous vers là. Il faut penser la conscience comme un double flux. Il y en a un qui est orienté vers vous, là, d'accord ? C'est-à-dire vers le réel, vers les appareils que je vois ici, les gens, les murs, voilà, et qui causent avec vous. On appelle ça la conscience critique, donc qui analyse, qui critique une situation, qui réfléchit, qui observe. Et puis on a une autre forme de conscience qui est là tout le temps à côté, qui peut rêver, qui peut imaginer, qui peut partir ailleurs. Par exemple, je peux m'imaginer, là en ce moment, je peux m'imaginer sur la muraille de Chine. Hein, je peux m'imaginer, je vois bien la muraille, je vois les nuages, j'entends des gens. D'ailleurs, je vois même plein de Chinois. Hein, donc réalité versus imaginaire. C'est ça, voilà. Donc j'ai une forme de conscience qui est connectée à ce qui se passe ici et maintenant, et j'ai une forme de conscience qui peut être connectée à la totalité de l'univers, ou de toutes les situations possibles, mon passé, mon futur. Je peux m'imaginer devenir un artiste peintre. Voilà, je peux imaginer ça. Je ne sais pas peindre, alors c'est d'autant plus agréable. Donc on a tous un mode de fonctionnement avec ces deux dimensions de la conscience. L'hypnose, c'est réduire le fonctionnement orienté vers le réel pour libérer le fonctionnement orienté vers l'imaginaire. L'hypnose, c'est se taper des films? C'est se taper des films intérieurs. Okay. C'est fabriquer des films intérieurs. Et c'est jouer dedans. C'est être réalisateur, acteur, scénariste, preneur de son, chanteur. Mais finalement, on le fait tous les jours, ça. Tout le monde s'invente des scénarios dans sa tête. Tout le monde fait ça tout le temps. Autrement dit, l'hypnose ne fait qu'activer un processus parfaitement naturel que tout le monde utilise au quotidien, tout le temps. Sauf quand on est malade. Quand on est malade, on va encore continuer à imaginer des choses, mais on va imaginer qu'on reste malade, on va imaginer qu'on va souffrir, on va imaginer qu'on a peur, on va imaginer... Donc quand on est malade, cette fonction de rêver des trucs sympas, elle marche beaucoup moins bien. Quand on est fatigué, quand on est angoissé, quand on est pris dans une situation dangereuse, dans tous ces moments-là, cette fonction naturelle de rêver des trucs sympas, elle ne marche plus. Alors que c'est à ce moment-là qu'on en aurait le plus besoin finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait plus besoin. C'est là qu'on dit... S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider à réactiver cette fonction-là, de penser des choses agréables, d'aller chercher des expériences que j'ai vécues qui pourraient m'aider maintenant? Parce que quand on n'est pas bien, c'est ça qu'on n'arrive plus à faire. Et là, l'hypnose alors devient un outil extrêmement précieux, quoi. Je reviens à ce mode de fonctionnement-là. Bon, y a des gens qui ont une conscience qui est très, très, très solidement ancrée dans le réel et qui rêvent peu. Et il y a des gens qui rêvent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ont un contact avec le réel un peu plus flottant, quoi. Du genre, vous lui dites, on se retrouve à 19h, place de la mairie, là, pour faire une prise de son. Puis à 19h, il n'y a personne, parce que votre collègue a compris que ce serait place du Champ de Mars, que c'était à 21h et pas le même jour, quoi. Voilà, le réel est un peu compliqué.
Donc l'idée, Alors, c'est de trouver le point de qu'en gros, patinage. les fonctionnements artistiques, en gros, les fonctionnements beaucoup plus connectés au réel. Mais ça pose pas de problème. L'hypnose, ça consiste à aider des gens à changer leur mode de fonctionnement. Donc ceux qui sont très très ancrés dans le réel, mettons, allez, je vais inventer un truc nouveau là. Quelqu'un qui serait à 90% dans le réel et 10% dans le virtuel, parce qu'on parle du monde virtuel. Si en hypnose, on peut l'aider à être 80% dans le réel et 20% dans le virtuel, il a changé son mode de fonctionnement. Mais l'art du thérapeute, c'est d'aller prendre les gens comme ils sont et de trouver le moyen de les aider à développer d'autres formes de fonctionnement de la conscience. Et un terme qu'Hélène a utilisé tout à l'heure, qui est un terme cardinal, c'est de retrouver de la souplesse dans la vie, quoi. Souplesse, ressources, justement. On va essayer de se poser ces questions-là dans la prochaine partie d'émission, où on va essayer de comprendre comment fonctionne l'hypnose, en quoi consiste une séance. Mais avant ça, on va se faire une petite pause, parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses, et on va s'écouter le délicieux son All My Friends de Snake Hips featuring Tinashe. C'est parti. C'était All My Friends, sans doute un de mes sons préférés de Snake Hips en featuring avec Tinashe. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans Vue du Lab pour notre émission spéciale dédiée à l'hypnose. Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie d'Hélène Saulnier, sage-femme, acupunctrice et formatrice en hypnose, et du docteur Claude Viéraud, psychiatre et, je vais utiliser un terme qu'il n'aime pas, hypnothérapeute. Non, je ne suis pas hypnothérapeute. Alors, professionnel de psychiatrie, médecin et psychiatre qui utilise parmi ses outils de traitement des patients l'hypnose quand c'est nécessaire et utile. C'est bien. Et voilà, c'est on commence rattrapé. à capter le délire. On espère que vous aussi qui nous écoutez. On s'attaque à la deuxième partie d'émission. Allez, c'est parti. Vue du Lab. Bon, dans cette première partie riche en explications, on a commencé à comprendre un peu comment fonctionne l'hypnose. Soyons très concrets. Hélène Saulnier, imaginons que je vienne vous voir avec mon hypothétique femme qui est enceinte. Comment va se passer la séance ? Qu'est-ce qui va se passer pendant la séance ? Ok. Déjà, moi, il y a une première séance, donc, qui va être une séance où il n'y a pas d'hypnose dans le sens où les gens l'imaginent. C'est-à-dire qu'ils arrivent et disent voilà, on va tout de suite avoir une transe hypnotique. Non. Moi, je prends le temps d'une heure, une heure et quart, pour une première séance où je reçois soit la maman toute seule, ou enfin, ça peut être, par rapport à la question de Chandrou, c'est la maman, mais ça peut être une femme en dehors de sa grossesse aussi, ou en couple. Et du coup, je vais faire un peu un bilan de pourquoi elle vient. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers ? Qu'est-ce que ces problèmes l'empêchent d'être ou de vivre ? Ou certaines, effectivement, vont être dans un mauvais état. Et elles ont des symptômes qui vont, par exemple, les empêcher de dormir parce qu'elles sont tellement anxieuses. Ça va les empêcher de se projeter, par exemple, après l'accouchement parce qu'elles n'arrivent pas du tout à s'imaginer maman. Ça va les empêcher de jouer avec leur aînée parce qu'elle n'est pas du tout dans ici et maintenant. Elle est dissociée dans ses peurs et dans quelque chose, par exemple, un trauma du passé. Donc, il faut absolument que je prenne le temps de voir dans quel état, en fait, ça c'est très très important pour moi, dans quel état est cette patiente. Et du coup, effectivement, je vais beaucoup l'observer. Et puis après, je vais explorer les cycles de vie de la femme, c'est-à-dire comment elle était, si je fais le survol de son enfance, c'était une petite fille timide, ou elle était dynamique, ou est-ce qu'elle avait des copines, ou quelles étaient ses ressources, etc. Donc ça discute en fait principalement au final. La première séance, ça discute beaucoup, mais surtout je vais aussi beaucoup l'observer, c'est-à-dire je vais observer les mimiques, voir si elle est plutôt dans des zones de confort ou dans des zones d'inconfort, parce que des fois les gens aussi, c'est douloureux d'aller parler de certaines choses. Donc si je lui dis comment était la petite fille, puis qu'elle me dit bien, mais que je vois dans son visage que non, elle a l'air de froncer les sourcils, que sa respiration devient plus superficielle et rapide, moi j'en déduis que non, il y a peut-être quelque chose là qui va pas très très bien. Et l'idée après, c'est d'aller récupérer finalement ses ressources, ses lignes de force, et peut-être aussi des lignes j'ai pas envie de dire de faiblesse, mais enfin de vulnérabilité, on pourrait dire. Parce qu'effectivement, c'est aussi une période de vulnérabilité. Donc ça, c'est la première séance, et on va se fixer un objectif commun
ensemble. Il y a tout un art à savoir bien utiliser l'outil hypnotique. Comment nous, en tant que patients potentiels, on peut savoir si la personne qu'on va voir est une bonne praticienne ou un bon praticien? Ça, c'est un de mes chevaux de bataille en ce moment depuis en fait, c'est un cheval de bataille depuis 20 ans, parce que je suis sur le cheval, mais enfin, il a grandi. Et puis, je n'ai pas toujours su bien le piloter, ce cheval-là. Mais depuis un an, on a pris vraiment les choses... j'allais dire, on a pris le taureau par les cornes. Alors, attends, entre le cheval et le taureau... Très animalier. Ça va être un peu compliqué. Disons, d'un bout, il y a le cheval, de l'autre côté, il y a le taureau, quoi. Et pour créer un annuaire qui s'appelle Hypnosanté. Donc, vous pouvez tous aller sur le site hypnosanté.com. Hypnosanté, voilà, c'est tout simple. Et cet annuaire regroupe des gens formés par des instituts médicaux. Donc, ce sont tous des professionnels de santé. Et voilà, des gens à qui vous pouvez faire confiance déjà au niveau de la qualité de leur formation. Ce sont des gens qui ont déjà des années de pratique dans leur métier et qui, à un moment donné, se sont dit tiens, pour pouvoir soigner mieux mes patients, je vais intégrer l'hypnose. Donc, si je comprends, voilà. Autrement dit, ils savent déjà faire tout un tas de choses bien avant de faire de l'hypnose. Donc, ça, c'est vraiment une ressource importante. Cet annuaire a vraiment une vocation à prendre une ampleur nationale. Donc, il y a d'autres instituts, des collègues et tout ça qui ont envie de le joindre. Et ça, c'est quelque chose dont on reparlera sûrement dans 1 an ou dans 2 ans, mais qui est ça y est, le processus est largement lancé. Donc, il y a une tentative de reconnaissance qui émane de vous, du coup, hein, si je comprends bien, et de votre institut. De validation des parcours de formation, des parcours initiaux, des parcours en hypnose, des formations complémentaires. Est-ce qu'il y a un diplôme reconnu en hypnose? Non, il n'y a pas de diplôme reconnu au niveau national. Ouais. Aujourd'hui, l'État français autorise n'importe qui à faire n'importe quoi dans ce monde-là. Vous deux qui êtes ici devant moi, si demain matin, toi Chandrou, si la plaque est en bas, tu veux mettre en bas hypnothérapeute, tu peux le faire cet après-midi. Okay. Et la personne qui va passer devant ta porte va dire ah bah tiens, je vais me faire soigner par Monsieur Kumar. Voilà. Personne ne te demandera quoi que ce soit et ne te réclamera aucune compétence. D'accord ? Et donc ça, j'imagine que... Donc il n'y a pas de diplôme. Alors je voudrais revenir, vous voyez cette histoire de confiance, parce que c'est vrai que c'est un sujet, les gens se demandent mais comment ça se passe ? Donc comment ça se passe ? C'est d'abord, on va faire une séance, chez moi c'est classiquement une séance aussi, on va faire ce qu'on appelle de l'alliance thérapeutique. Et pour faire de l'alliance, la personne a besoin de voir qui je suis, moi j'ai besoin de voir qui elle est. Ça va dans les deux sens, quoi. C'est vraiment un lien. Ce serait excellent si quand on allait voir le médecin généraliste, c'était pareil, quoi. Oui. Ce serait un autre rapport. Mais on forme maintenant de plus en plus de médecins généralistes. Est-ce que du coup, si j'ai bien compris, une séance d'hypnose, au final, ce que vous appeliez tout à l'heure la transe hypnotique, ça consiste à faire appel à l'imaginaire du patient ou de la patiente pour la mettre dans une sorte de bulle de sérénité, ou en tout cas lui faire trouver des ressources, qui est le mot qu'Hélène Saulnier, vous nous avez répété à plusieurs reprises. Est-ce qu'en fait, en gros, si on pouvait résumer une séance d'hypnose, ce serait ça, ce serait mettre le patient dans un imaginaire qui le mette bien, qui lui permette de trouver des ressources et qui ait des formes de changement dans la réalité ? C'est pas mal, on n'est pas loin là, d'une belle définition. Je suis validé par le boss, chers auditeurs et chères auditrices. Le cœur de l'hypnose, c'est pas comment dire, c'est pas tellement l'imaginaire du thérapeute. Ce qui est important, c'est que nous, soignants, on aide les patients à bien utiliser ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, leurs compétences, leurs valeurs, leurs ressources, leurs rêves, leurs potentialités. On est là juste pour quelque sorte pour les aider à se révéler ou à bien utiliser. Prenons par exemple, tiens, je vais vous donner un exemple qui me traverse là. Supposons que vous ayez un sportif qui... tiens, on parlait de Tiger Woods, il a un accident de voiture. Lui, il va sûrement faire de l'hypnose, d'une manière ou d'une autre, parce que voilà quelqu'un qui sait utiliser son corps de manière absolument remarquable. Bon, là, il a une fracture de la jambe droite, il a été opéré. Donc voilà, pendant quelques temps, il ne va pas vraiment faire de golf. Mais il peut faire du golf mental. C'est-à-dire qu'il peut se mettre dans une forme de transe accompagné par un thérapeute ou en auto-hypnose, et il va pouvoir imaginer que son corps continue des mouvements de golf, y compris sa jambe droite. Eh bien, s'il fait ça un peu tous les jours, il va guérir beaucoup plus vite. Parce qu'il va continuer à garder la compétence mentale, c'est-à-dire tout ce qu'il a acquis dans sa conscience corporelle et psychologique
va rester actif, eh bien, il va récupérer beaucoup plus vite. Mais tous les grands sportifs utilisent des techniques de ce genre-là. Hein. Ce sont des formes d'hypnose à chaque fois. Donc au final, l'hypnose, c'est aussi une forme d'auto-hypnose, en fait, en tant que... Voilà, à chaque fois qu'on fait de l'hypnose, on peut ensuite faire de l'auto-hypnose. Et donc j'imagine que c'est dans ce cadre-là que vous l'utilisez avec... Vous parliez tout à l'heure des accouchements sans péridurale. Oui. J'imagine c'est ce que vous faites. Ah bah oui. D'abord, ça commence effectivement par l'hétéro-hypnose, c'est-à-dire c'est le praticien qui va accompagner en fait. Donner les clés en fait. Donner les clés, donner un cadre. Hein. C'est vrai que ça, ce que décrit Claude, finalement, moi j'appelle ça une sorte de protocole, comme votre émission. Et du coup, le cadre est très important. Et qu'elle puisse effectivement refaire la séance qu'on a faite en auto-hypnose. Et puis, je trouve que si le père est là, c'est encore plus fort. On peut même... moi, je travaille aussi beaucoup sur le toucher, je travaille beaucoup sur de l'hypnose corporelle. Et le père peut aussi, lui, par exemple, par le toucher, venir... je ne sais pas, par exemple, au moment où la contraction arrive, il pose la main sur l'épaule de sa femme, si c'est un code qui a été décidé, pour qu'elle elle puisse partir, je dis ça comme ça au hasard, mais dans un endroit où elle est confortable, ou dans son corps, une partie de son corps qui est un peu plus confortable que la partie de son ventre qui donne une douleur un peu viscérale à ce moment-là. Ouais. Eh ben c'est passionnant. Avant qu'on attaque la dernière partie où on va discuter non pas de l'inconscient mais de l'imaginaire, on va aussi essayer de parler un peu neurosciences, voir ce qui se passe assez rapidement dans le cerveau. On va s'écouter une musique que j'affectionne particulièrement, Juliette, cette fois. C'est un de mes sons préférés. C'est Chicken Lemon Rice, un très bon, un délicieux repas indien d'ailleurs, que je vous invite à goûter, qui nous est donc concocté par la très géniale Priya Raghu. On s'écoute ça et on se retrouve d'ici quelques minutes. Un son qui donne envie de danser, Chicken Lemon Rice de la délicieuse Priya Raghu. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le clip que j'ai trouvé, permettez-moi le jeu de mots, vraiment hypnotisant. Vous êtes sur les ondes de Syllab, ne changez rien, on est toujours dans Vue du Lab pour notre émission spéciale Hypnose. Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie d'Hélène Saulnier et de Claude Viraud et c'est parti pour la dernière partie d'émission. Vue du Lab. Claude Viraud, en début d'émission, je vous ai présenté comme étant psychiatre, mais j'aurais aussi pu dire que vous étiez youtubeur. Hein. Vous intervenez régulièrement sur la chaîne YouTube d'Émergence Hypnose en proposant des séances d'hypnose allant d'environ 7 à 20 minutes en général. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'ai testé pour vous ces séances d'hypnose virtuelles et je dois dire que j'étais très surprise. Surprise dans le bon sens. D'abord parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à de la sophrologie. Que j'ai déjà pu faire quand j'étais enfant, donc ça ressemblait beaucoup. Et ensuite parce que j'avais vraiment l'impression que vous étiez à côté de moi. C'était très perturbant. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout besoin de regarder l'écran du téléphone. Moi, je sais que je mettais la vidéo sur une enceinte et puis j'écoutais juste le son de votre voix. Et seulement grâce à votre voix, il n'y a aucun artifice, pas de montage, pas de musique en fond, rien du tout. Vous arrivez à nous plonger dans une sorte de bulle, hein, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Vous prenez vraiment le temps de nous installer dans la séance. Au début d'émission, on parlait du terme inconscience, mais vous nous disiez que vous préférez celui d'imaginaire. Pourquoi préférer ce terme et qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça fait beaucoup de questions. D'abord, ces enregistrements que tout un chacun peut trouver en cliquant, en demandant YouTube émergence au pluriel et hypnose, ont été faits en réaction au premier confinement. On a commencé à enregistrer, on a commencé parce que moi j'avais 2-3 collègues avec moi, des techniciens aussi qui m'ont beaucoup aidé à enregistrer une première séance et l'idée c'était de permettre à notre public, c'est-à-dire le professionnel de santé, d'être un peu soulagé, accompagné. En fait ça a tellement eu de succès que finalement on en a mis une par jour. Au total, il y a 39 séances à la disposition de tout le monde. Avec des thèmes très variés en plus. Dont des séances faites par Hélène. Et ça a rendu service à beaucoup de gens, parce qu'il y a presque 60 000 personnes différentes qui continuent à l'utiliser. Voilà. Et l'idée était de faire comme si vous étiez en face de moi. Donc moi, je vous imagine en face de moi, et je vais faire par exemple une séance qui consiste à faire une enveloppe de protection. Ouais. Alors, du coup, c'est pas une séance personnalisée, puisqu'elle va s'adresser à tout le monde. Donc, il faut que j'utilise des termes un peu plus flous, un peu plus standards, mais ça fonctionne quand même assez bien, avec des gens qui vont assez bien.
Oui. Hein, quelqu'un qui serait malade, voire très malade, peut-être que ça collerait pas parce que justement les ajustements ne seraient pas faits, quoi. Et donc, on passerait à côté complètement de l'efficacité d'une expérience hypnotique. Alors pourquoi Vous n'aimez pas ne plus parler d'inconscient? Un petit peu d'histoire? Un petit peu d'histoire, allez. Un petit peu d'histoire. L'origine qu'on donne aujourd'hui de l'hypnose médicale, de l'hypnose dans le monde médical, c'est la Révolution française. Eh oui, c'est la Révolution. C'est parce que c'est là que ça a commencé. 1780. Comment Prise de la Bastille, tout le monde hypnotisé. Un petit peu avant la prise de la Bastille. Mais parce que dans le monde médical, il y a toujours un besoin de trouver de meilleures méthodes pour soigner les gens. Tout le temps. Donc les gens qui sont soignants sont toujours au front pour trouver des nouvelles stratégies thérapeutiques. Aujourd'hui, par exemple, on parle, moi je suis connecté avec mes collègues internationaux, on est en train de chercher des stratégies pour pouvoir aider ce qu'on appelle les Covid longs. Les gens qui ont attrapé le Covid, qui au bout de 8 jours ils vont bien, mais là au bout de 6 mois ou d'1 an ils sont encore mal. Donc comment avec l'hypnose on va pouvoir les aider? Donc voilà, c'est une nouvelle pathologie, quoi. C'est un nouveau trouble. Il va falloir inventer des nouvelles idées. Et à cette époque-là, donc tous les gens qui sont dépressifs, anxieux, douloureux, tout ça, on ne sait pas très bien les soigner. À l'époque de la prise de la Bastille, à l'époque de la prise de la Bastille, c'est ça? La Révolution. Okay, et la Révolution. Et il y a un type qui a commencé à proposer des séances un peu bizarres. Voilà, ça s'est appelé. Ce type-là s'appelait d'ailleurs Franz Anton Mesmer. C'est pour ça que le Mesmer du spectacle, il a pris ce nom-là. Ouais, c'est un goujat. Ouais. Il s'est autorisé. Et alors que l'autre c'est un médecin. Il a commencé à soigner des gens, puis ça faisait du bien. Alors c'était très long, c'était très compliqué, c'était un peu bizarre sur le plan théorique et tout. Et donc il y a eu des études officielles qui ont été faites, qui ont dit, parce que lui disait qu'il y avait une espèce de fluide qui passait entre le patient et le Ils avaient un peu conscience de ça déjà. Un fluide, il appelait ça le fluide animal. Ouais. Et en fait, ces études-là, très sérieuses, ont dit, non, il n'y a pas de fluide, vous racontez un peu n'importe quoi, monsieur Mesmer. Si les gens vont bien, c'est grâce à l'imagination. D'accord. L'imagination, qu'est-ce que c'est que ça, l'imagination? Et voilà l'imagination, rentrer dans le domaine médical. Et c'est quoi l'imagination? C'est l'inverse du réel, en quelque sorte. Et le terme imagination s'est transformé en terme conscience. Donc après, dans le monde médical, on ne parlait plus d'imagination, on parlait de la conscience. Sauf que la conscience, on a la conscience du réel, mais la conscience de planer, de rêver, de sentir son corps qui se transforme quand on imagine. Par exemple, si j'imagine que mon pied est dans une bassine d'eau chaude et que mon pied devient chaud, comment ça marche, quoi? Eh bien, on a commencé à dire, ça marche parce qu'il y a un inconscient. Il y a le conscient et l'inconscient. Et l'inconscient, c'est tout un tas de trucs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Okay. Voilà, donc on appelle l'inconscient. Sauf qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses qui étaient autrefois appelées l'inconscient. Et de fait, depuis maintenant une vingtaine d'années, notre culture philosophique et médicale s'intéresse à la conscience, c'est-à-dire à un processus global qui fait que là, tous les deux, on est tous, autant qu'on est, en train d'activer notre conscience. Donc un processus extrêmement complexe qui est à l'intérieur de nous. Mais je sais comment je fais pour vous voir. J'ouvre mes yeux, je vous regarde. Voilà. Donc voilà un processus de conscience. Si je veux voir le monsieur à droite, je pense au monsieur à droite, et ma conscience, tac, et ma tête tourne. D'accord? Ça marche, quoi. Mais si je veux m'imaginer dans une... ça me ferait du bien de faire de la plongée sous-marine, d'aller dans les poissons. Voilà, je suis au fond, l'eau est à 28 degrés, la mer est transparente, c'est génial, quoi. Bon, c'est plus avec mes vrais yeux que je vois ça. C'est avec d'autres yeux, des yeux intérieurs, des yeux virtuels. C'est pour ça qu'on va dire aujourd'hui qu'on a une conscience du réel, une conscience qui est une conscience virtuelle. Et tous les mots qui commencent par un quelque chose, je suis incompris ou je suis incompétent, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Ça veut pas dire grand-chose. Et l'inconscient, ça ne veut pas dire grand-chose. C'était une facilité de langage, mais voilà, ça fait partie de l'histoire, quoi. À bannir. Mais c'est pas si simple, je trouve, de plonger dans son imaginaire, parce que si je peux revenir un petit peu sur les vidéos que vous je les ai plongées dans la mer avec les poissons. Oui, je sais bien. À un moment, vous proposez une vidéo dans laquelle vous proposez d'aller dans un arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel. J'étais dans l'arc-en-ciel, donc mes auditeurs qui arrivent doivent se dire, mais elle a fumé ou quoi? J'étais dans l'arc-en-ciel, j'étais avec toutes ces couleurs, je vous écoutais vraiment.
Et tout d'un coup, bam, je me suis dit, mais est-ce que j'ai répondu à ce mail-là? C'est à quelle heure mon rendez-vous déjà tout à l'heure? Et c'est en fait, très important, dur. votre remarque. Très, 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 très important. C'est exactement ce qui va faire la différence entre une hypnose personnalisée et une hypnose, on va dire, pour tout le monde, quoi. Ouais. Comme elle est pour tout le monde, elle ne vous convient pas. Si on s'était rencontrés avant, je vous aurais demandé si vous aimez les couleurs, les arcs-en-ciel, ou est-ce que vous avez déjà vu un arc-en-ciel, et quelle couleur vous préférez, et le bleu, ça vous fait penser à quoi, et le jaune, Du coup, j'aurais utilisé votre langage à vous, on se serait connus, on aurait respiré le même rythme, on aurait fait les mêmes gestes, et ça aurait pu vous convenir. Ou pas. Parce que peut-être que vous n'en avez rien à faire des arcs-en-ciel. Et du coup, on n'aurait sûrement pas fait une séance autour des couleurs, on aurait fait une séance autour de la cuisine. On aurait fait une séance autour de la natation. On aurait fait une séance autour de l'énergie, autour de la protection, de la sécurité. Même si c'était très général, l'arc-en-ciel, je trouvais ça très relaxant pour le coup. Même si j'ai pas forcément réussi à mettre dans la bulle. La transe que ça vous a permis de développer n'était pas suffisante par rapport aux préoccupations du moment. C'est ça, ouais. Très intéressant. Alors qu'une autre des séances au même moment ce soir-là aurait pu vous convenir beaucoup mieux. Donc il y a la personnalisation et il y a la généralisation. Je vous voyais hocher de la tête, Hélène Solier, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres quand même depuis le début de l'émission. Vous me l'avez rappelé, Claude, en parlant de Mesmer, l'illustre médecin, et puis Mesmer, je sais même pas quel terme employer, Mesmer, le spectacle... le fascinateur. Merci, le fascinateur, merci beaucoup. Quel est votre rapport, vous, en tant que praticienne, justement, à cette hypnose de spectacle ? En tant que praticienne, j'ai pas de rapport avec l'hypnose de spectacle parce que je sais pas, les gens viennent pas avec ça dans mon cabinet. Donc, j'en parle même pas. À titre personnel, l'hypnose, moi j'aime bien être fascinée. Moi, effectivement, le monde imaginaire. Et donc, j'ai été voir, pas Mesmer, mais un autre fascinateur, on va dire. Okay. Bon, ça m'a plu, quoi. Personnellement, j'ai trouvé. Voilà. Et c'est l'intention, en fait. J'ai envie de répondre à votre question par l'intention. C'est quoi l'intention de la personne qui va proposer d'induire une transe avec l'hypnose? Donc, moi, mon intention, c'est d'aider la patiente avec mes moyens à moi. Et le fascinateur, c'est de fasciner, quoi. Ouais. Donc, à titre personnel, moi, j'aime bien, ça m'intéresse. Ok. Claude, est-ce que vous me conseillez d'aller voir un fascinateur? Oui, je pensais à Anne et Juliette, je me disais qu'on irait bien faire un petit spectacle. Allez le voir, ce sont deux mondes complètement différents. Moi, je reçois des gens qui vont pas bien. Je suis un soignant. Donc, je reçois des gens qui sont malheureux, douloureux, fatigués, inquiets, en colère, épuisés. Et donc, je dois les aider à aller bien. C'est ça qu'ils viennent me demander. Donc, de pouvoir reprendre le fil de leur vie le mieux possible. Autrement dit, si j'utilise l'hypnose et toutes les autres ressources thérapeutiques, j'ai intérêt d'avoir des sacrées compétences, quoi. Et en particulier des sacrées compétences en hypnose, parce que plus les gens sont en souffrance, plus le mental va devenir rigide, tendu, crispé, c'est compliqué. Plus c'est compliqué d'avoir de la motivation, de la coopération, la confiance, c'est plus compliqué. Donc tout ça, c'est difficile avec des gens qui rentrent dans un cabinet de soignants. Si vous veniez me filmer dans mon cabinet, vous pourriez vous ennuyer très très vite, quoi. Assister à une séance d'hypnose dans un cabinet de soins, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'a de l'intérêt que pour le patient. Vraiment, vous allez vous ennuyer très grave, quoi. Enfin, comme vous allez vous ennuyer très grave, vous allez rentrer aussi dans une forme de transe hypnotique qui peut devenir agréable, quoi. Je partirai dans mon imaginaire et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au spectacle? Au spectacle, ce sont des gens qui vont bien, qui sont là pour se divertir aussi. Qui sont là pour s'amuser, qui ont payé pour ça, donc ils sont très motivés. La plupart sont très coopérants. Et comme on sait que Mesmer, ça se passe bien, les gens ont suffisamment confiance. Donc cette triade, motivation. Donc. Autrement dit, faire de l'hypnose avec des gens qui rentrent dans une salle de spectacle, c'est super facile. Donc les compétences en hypnose sont très faibles. Mesmer a très très peu de compétences en hypnose. Hein. C'est le premier soignant qui fait de l'hypnose a plus de compétences en hypnose que Mesmer. Par contre, Mesmer a un truc que moi j'ai pas, c'est que c'est un excellent homme de spectacle.
Et moi, je dis que chez Mesmer, vous allez voir 10% d'hypnose et 90% de spectacle. C'est intéressant, vous êtes très nuancé pour que moi, je ne sais pas faire. Praticiens. Et si vous voulez vous amuser, allez voir Mesmer. Mais vous ne saurez rien d'hypnose en sortant de là. Hein. Mais est-ce qu'il peut vraiment nous Par exemple, je dis volontiers, moi j'adore aller voir les... Bon, je suis allé voir 2 fois Mesmer, hein, mais bien sûr. Est-ce que vous avez fait des clashs d'hypnotisation? C'est mon métier. Donc j'ai besoin de savoir tout ça. Et aucun patient ne m'en parle jamais non plus. Hein. Non. Les gens qui rentrent chez moi, ils savent bien que c'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça qu'on voudrait que ce terme-là soit réservé au monde médical, le terme hypnose. Allez, je vais raconter ça comme ça. Tous les ans à Rennes, il y a un spectacle de magie. Il y a je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, tous les ans au mois de janvier. Moi, j'adore ça. Je vois Hélène Soligny encore opiné. C'est là que je suis allée voir. Les autres appellent ça prestidigitation. Bon, et ce type-là, il a un chapeau, c'est le truc classique, quoi. De son chapeau, il sort, je sais pas moi, 8, 10, 12, 15 lapins, quoi. Moi, je suis au premier rang. Je me dis, putain, mais comment des lapins. Bon. Alors maintenant, j'arrive en retraite. J'ai envie de m'occuper. Tiens, je fais bien un élevage de lapins. Alors, je vais acheter un chapeau. Et j'attends que les lapins sortent. Il n'y a pas de lapin, quoi. Il n'y a pas de lapin. Je me suis fait avoir, quoi. J'ai cru que je voyais un type qui était en train de commencer un élevage de lapins. Non, c'est pas du tout ça. Spectacle d'hypnose, c'est pareil, quoi. Ce que vous allez voir au spectacle d'hypnose, c'est pas l'hypnose qui est pratiquée pour soigner. C'est des petits bouts de l'hypnose qui existent depuis 2 siècles et demi, qui sont bien faits par des mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose de soins. Ça peut être dangereux ou pas? Ah oui, ça peut être dangereux, justement. Parce que c'est ça. Parce que ce que je disais tout à l'heure, que pour bien terminer une séance d'hypnose, pour aider les gens à retrouver leur stabilité intérieure, leur sécurité intérieure, leur mode de fonctionnement ordinaire, il y a toute une procédure à suivre, qui est très rigoureuse et qui n'est pas faite. Dans les vidéos, on voit, vous nous faites... Donc moi, je déconseille beaucoup aux gens d'aller sur la scène. Hein. Ouais. C'est super dangereux. Hein. Ah oui, il y a des gens qui aiment bien prendre des risques, ils prennent des risques. Mais ils prennent des risques aussi avec leur monde intérieur. Hein. Alors c'est réel cette histoire de quand Mesmer claque des doigts, les gens s'endorment, c'est réel ou c'est du... Oui, c'est réel. Mais tout le monde sait faire ça en hypnose. Donc vous pouvez faire ça? Mais bien sûr. Une fois qu'il y a le triptyque que vous disiez, c'est impressionnant. motivation... Parce qu'au spectacle, on a choisi des trucs impressionnants. Oui. Mais ça fait partie de la nature humaine, ce processus-là. C'est pas que faire ça, hein, attention. C'est faire ça avec quelqu'un qui a décidé depuis 3 mois de venir au spectacle, qui a déjà lu des choses, qu'on a parlé, qui a acheté sa place cher, hein, qui a pris sa place, qui est motivé, qui a envie, et puis après, il suffit de faire ça. Après. Mais aller faire ça à quelqu'un dans la rue, oh bonjour, tac. Non, ça suffit pas. Donc il sait qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est déjà motivé. Ça, c'est le truc, c'est le chapeau, le lapin qui sort du chapeau. Ouais. Si vous me disiez, mais alors c'est vrai qu'ils sortent des lapins du chapeau? Vous y croyez-vous? Non. Non, pareil. Donc il ne faut pas y croire non plus que ça suffit. C'est pareil. C'est du spectacle. Et au spectacle, il a le droit de faire comme si, et de nous faire croire des choses qui sont fausses. Parce que c'est du spectacle, c'est la règle du spectacle. Il faut identifier la différence du coup. Il a le droit. Ouais. Il a le droit. Et il a le droit de nous faire croire qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que les gens rentrent en transe hypnotique. Alors que c'est pas vrai. On aurait vraiment adoré vous poser bien plus de questions. On a déjà explosé un peu le timing de l'émission, parce qu'on est déjà un peu plus d'1h10. Nous, on commence juste à être chaud. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que je pense que ça fait prendre conscience que effectivement, c'est un sujet tellement large que en réalité, avec Juliette, on aurait pu, je pense, préparer moitié moins de questions et prendre le temps, parce que c'est des choses qui demandent du temps, de la nuance, et du coup, on vous remercie de nous avoir accordé de ce temps et de cette nuance. Moi, perso, je m'attendais pas forcément à avoir des réponses aussi, encore une fois, aussi nuancées. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère, vous aussi, que, chers auditeurs et chères auditrices, vous avez appris certaines choses. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à nous dire si vous avez déjà fait éventuellement de l'hypnose, si c'est un outil thérapeutique qui pourrait vous intéresser. Florent, Alice, Patrick, nous on va se retrouver dans un mois, comme d'habitude, pour une nouvelle émission Vue du Lab sur un thème qui, je le sais déjà, va nous faire kiffer. Je sais pas encore le thème, on va pas se le cacher.
On remercie évidemment Claude et Hélène pour toutes vos explications, pour votre expertise. Je doute pas qu'on se reverra dans des saisons à venir sur le thème parce que c'est tout simplement passionnant. On aurait tellement de choses à dire. Et puis je tenais quand même faire une spéciale dédicace à Juliette avec qui on co-anime l'émission depuis maintenant 1 an. Et il se trouve que c'était la dernière émission de Juliette. Oui, sortez les mouchoirs, les violons. Ouais, c'est déjà la dernière émission. On va terminer l'année en solo. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de dire ouvertement que ça a été un gros plaisir de co-animer cette émission avec toi. Je te souhaite bon vent. J'espère que tu vas faire plein de belles choses et j'espère qu'on va très vite réentendre ta voix, que ce soit sur Syllab ou sur d'autres radios. Compte sur nous pour suivre tout ça. France Inter, j'arrive. Allez, Guillaume Meurice, prépare-toi bien. Et donc, vous, très chères auditrices et très chers auditeurs, on vous attend donc le mois prochain, juste tel que vous êtes. D'ici là, prenez bien soin de vos neurones sur les ondes sauvages de Syllab. Et on se quitte en musique avec Good Day, parce que c'est ce qu'on vous souhaite de César. C'était Chandrou Kumar, accompagné pour la dernière fois, malheureusement, de Juliette Gloria, à qui je fais des très gros bisous Covid-friendly. Pour Vue du Lab, à très très vite. Syllab. Vas-y, à toi. Branche ce fil sur la bande positive. La radio sauvage.